en fait, les carburants de synthèse aujourd'hui, c'est écologiquement un désastre, il faut le savoir. Et numéro 2, pour l'instant, c'est 4 000 € le litre. Et si vraiment on le produit à l'échelle industrielle et qu'on arrive à faire des progrès significatifs, on sortira peut-être à 5 € le litre. Et l'impact environnemental de l'électricité ne fait aucun doute de ton côté, enfin aucun doute. Le bienfait environnemental. Okay. Aucun doute. Et ça me permet d'en dire un mot 2 minutes. Je rappelle le système actuel. Le système actuel, c'est on va acheter à un pays, en plus avec lequel on n'a pas souvent des bonnes relations, c'est-à-dire Qatar, Arabie Saoudite, Russie, parce qu'évidemment du pétrole on n'en a pas en France, ça serait trop sympa. On va l'acheter à ces pays-là, c'est 20-25 milliards de dollars par an juste pour la mobilité. On le fore de plus en plus loin, parce qu'en fait le pétrole, ce qu'on appelle les low-hanging fruits, on les a déjà tous pris, donc il faut aller notamment offshore, etc., avec les potentielles conséquences que ça peut avoir si jamais ça tourne mal. On le ramène en France, on le raffine, processus extrêmement énergivore, ensuite on le distribue et on le brûle. C'est ça le modèle actuel. Donc numéro 1, il y a un enjeu de souveraineté énergétique qui est colossal, c'est-à-dire que dès que le prix du baril de pétrole il augmente, toute l'économie est bousculée. Et le gouvernement se précipite pour potentiellement faire des chèques à la pompe pour éviter que ça soit les émeutes qu'on a pu connaître au moment des Gilets jaunes. Donc tu vois l'intoxication dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, on a zéro prise là-dessus. C'est l'OPEP qui va dire « Ah bah demain, le baril, il est à 130 $. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, bah toutes les prévisions de croissance qu'on avait faites, etc., finalement, c'est foutu, c'est terminé. Parce qu'en fait, le pétrole, c'est ce qui fait tourner toute notre économie. Et s'il est trop cher, on s'en sort pas. » Donc déjà, il faut sortir de ce modèle-là. Et numéro 2, factuellement, très factuellement, quand on regarde les études de l'ADEME, de Carbone 4, tu peux regarder tous les chiffres. Sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule électrique, on est, en France, à peu près, on est entre 60 et 80% d'émissions de carbone en moins par rapport à un véhicule thermique sur l'ensemble du cycle de vie, fabrication de la batterie comprise. Donc, moi, je me bats contre toutes ces idées. Tu n'as même pas idée le nombre de gens qui me disent « Ah ouais, mais les batteries, les terres rares, les trucs, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et quand tu remets ça dans un contexte un peu éclairé, tu te dis, mais évidemment qu'il faut le faire. Pour des questions de souveraineté, pour des questions... Et à la limite, tu dis pas que c'est la panacée, mais c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, les émissions de carbone liées au secteur des transports, c'est 31%. Si demain, l'ensemble du secteur des transports était électrifié, on passerait à 10%. Un peu moins de 10%, tu te rends compte ? Oui, c'est un gap énorme. C'est monumental. Et tu penses que les investissements aujourd'hui européens sont à la hauteur de l'enjeu et l'Europe peut tirer son épingle du jeu un peu ultra concurrentiel qui se joue au niveau mondial aujourd'hui? On est bien positionné au niveau français ou européen? Oui, on est bien positionné. En fait, la mobilité électrique, si je prends les 3 pôles mondiaux, Chine, Union européenne, États-Unis, la Chine est en tête. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont... moi, quand j'étais à Shanghai, là, quand j'ai... tu l'avais déjà constaté, quoi. Il y avait déjà des scooters électriques partout. Donc, ils ont beaucoup d'avance sur les batteries. Ils ont fait beaucoup de recherches. 50% des papiers de R&D depuis 2010 sur les batteries, c'est en Chine. Donc, ils ont beaucoup d'avance. Ensuite, nous, Union européenne, on a été assez volontariste avec toutes les mesures que tu connais, bonus, malus, etc. Et donc, je pense qu'on a pris le pli. Les États-Unis, ils ont 2 ou 3 ans de retard par rapport à nous. Le gros enjeu pour moi, c'est... Tu as les constructeurs automobiles qui se sont mis en mouvement. Ils vont être très sonnés. Tu vas avoir des Kodak dans les constructeurs automobiles. Tu vas avoir des gars qui, jusqu'à il y a peu de temps, disaient « Non, mais l'électrique, on ne sait pas, on n'est pas sûr. » Tu vois ce qu'on appelle les bébés Tesla avec les NIO, BYD, Xpeng, Geely, etc. Ils arrivent avec des produits qui sont 10 fois mieux, qui sont 2 fois moins chers. Ça va faire mal. C'est le lot de toutes les transitions. Il y en a qui s'adaptent et ils survivent, et il y en a d'autres qui passent à la trappe, malheureusement. Je souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de constructeurs français qui soient impactés. Je pense que ce ne sera pas le cas. Ça, c'est ma petite nature optimiste. Mais oui, ça va faire mal. Tu as un changement de paradigme. Regarde, le premier constructeur électrique aujourd'hui, c'est Tesla. Et Tesla, c'est une boîte qui a 15 ans. C'est pas Ford, c'est pas General Motors. C'est peut-être encore un exemple du fait que le pure player qui arrive a une vue plus fraîche et donc meilleur dans son exécution. Et autorisé à challenger
les vieux players, en plus industriels, où tu te dis, mais avant qu'on arrive à les concurrencer, il va falloir se lever tôt, mais en fait, non, ça peut arriver vite. Merci pour tous ces partages. On passe à des questions un peu plus rapides, un peu plus perso. Oui, pardon. Et au niveau de ta perso, toi, t'as évolué. Tu es passé par des sessions de coaching et ça m'intéresse d'avoir un peu un petit feedback, quelques secondes, sur comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que tu as travaillé dans ton évolution de carrière. Alors, très bon sujet. Je vais essayer de faire court. D'abord, j'ai compris une chose, c'est que l'investissement sur soi-même était un bon investissement. Premier point. Deuxième point, j'ai fait du coaching individuel, du coaching à deux avec mon associé de l'époque de Cheers, et des sessions de coaching avec le COMEX, donc avec les managers d'Electra. Donc je pense qu'il y a différents formats possibles. Et je trouve que c'est très riche. Ça permet de... Tu vois, tu disais oui, mais l'entrepreneuriat, est-ce que t'es pas dégoûté, t'as continué et tout. Pour moi, c'est comme un trail ou un marathon, une épreuve sportive. Il y a des gens qui se disent mais pourquoi ils font ça, ils sont un peu maso. Mais en même temps, c'est là où tu te découvres toi-même, où tu vois tes limites, où tu vois comment est-ce que tu peux justement les dépasser. Tu sens que tu progresses parfois. Tu sens que tu progresses, et c'est dans ces épreuves un peu difficiles, en tout cas dans ces challenges-là, que tu te connais mieux toi-même. Et je pense que l'aide d'un coach est particulièrement importante à des moments pour débloquer un peu des clés de lecture de soi-même, comment j'interagis, pourquoi je réagis comme ça. Et finalement, c'est une énorme connaissance de toi-même que tu as au travers de ces projets-là. Oui, qui est une quête sans fin d'ailleurs. Donc il faut faire attention parce que tu peux y passer vraiment 10 heures par jour. T'es père de famille, entrepreneur, multi-entrepreneur et investisseur aussi. Enfin bref, t'es chargé. L'équilibre vie perso, vie pro, c'est un rêve ou une réalité ? C'est pas évident. Franchement, moi j'ai la chance d'avoir une femme vraiment extraordinaire qui comprend. Déjà, ça fait 15 ans qu'elle vient avec un entrepreneur. Elle comprend aussi que je suis au démarrage d'Electra. Et pour sortir de terre le truc au début, ça demande une énergie folle. Et donc, je pense qu'on a, tu vois, une forme de compréhension mutuelle sur le sujet qui fait que elle est hyper supportive. Et ça, c'est clé pour moi, en fait. Si j'avais pas ça, clairement, je me dirais, ok, je suis en train de mettre à mal un peu cette construction familiale qui est hyper importante pour moi. Et je pense que ça me trotterait dans la tête, en plus de toutes les autres choses que j'ai dans la tête. Et à mon avis, ça serait impossible. Donc, c'est une charge mentale potentiellement énormément absorbée. Et tu as des routines qui te permettent de passer le temps que tu veux, ou des disciplines un peu par lesquelles tu passes pour réussir à mener de front tout ce que tu as envie de mener ? Non. Ou des habitudes que tu prends, ou des choses que tu t'imposes, pas spécialement ? Non. Je n'ai jamais fait de méditation, de trucs comme ça. J'essaie de faire un peu de sport. Ça, c'est bien, ça m'aide. Et j'essaye aussi de... Tu vois, beaucoup de bruit et de trucs, j'essaye de les... C'est-à-dire, je réponds jamais à un numéro que je connais pas. Non, mais ça a l'air idiot. Toutes les sollicitations, etc. À un moment, tu es obligé de te protéger un peu. Donc, il y a plein de trucs que je reçois et tout. Je réponds pas ou peu, ou je redirige, tu vois. Mais j'essaye de... C'est un peu naturel. Ouais. Mais c'est un peu obligatoire. Ouais, okay. C'est un peu obligatoire parce que sinon, tu peux te noyer, quoi. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'aurait aimé monter, que tu vois en ce moment dans son exécution, dans son business, où tu t'es dit, celle-là, j'aurais bien aimé me lancer là-dessus ? Ah, ça, c'est une super bonne question. Moi, j'aime beaucoup ce que font Verkor, là, les batteries. Je trouve ça mais fantastique. Ils doivent être dans une phase assez dingue. Enfin, à vivre. Complètement dingue. Ça, c'est vraiment une très, très belle boîte. J'aimerais les avoir à ce micro. Je sais pas si tu connais du monde, mais... J'ai rencontré Benoît, là, il y a peu de temps. Je pourrais filer son mail. Donc, vraiment extraordinaire. Sujet de dingue. Et ensuite, tu vois, moi, j'aime bien aussi les boîtes de produits. Donc... peut-être que des choses comme tu vois, il y a des boîtes qui montent en ce moment des petits camions électriques, ce genre de choses, ça c'est des trucs que j'aurais bien aimé monter. Ouais, qui mélangent beaucoup de sujets qui je vois pas mal de gens qui essaient de décarboner l'aviation aussi, qui commencent à regarder comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Le train, moi je suis passionné je te l'ai dit, de mobilité, donc j'avais pensé à monter une boîte de train. J'ai abandonné parce que je me suis dit, en fait,
Quand je vais à la gare, je monte dans un train en 3 minutes. Globalement, ils sont à l'heure. L'expérience, elle est bien. Ouais. Qu'est-ce que le levier est moins Je évident. voyais pas le pain, tu vois. Okay. Est-ce qu'il y a une personne, toi, qui fréquente pas mal d'entrepreneurs, que tu me conseillerais d'avoir à ce micro qui dégage quelque chose et un parcours assez inspirant? Ouais, moi j'ai plein de copains. Aldric Aimier, qui a monté Climb. C'est une fintech. C'est un exemple de résilience, de ténacité. Ils ont pivoté de business model au moins 1 ou 2 fois dans un contexte qui n'est pas évident. Enfin, franchement, c'est extraordinaire, je trouve. Alex Belliti, mon pote qui a monté Clini. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. Rappelle-moi ce qu'ils font, eux. Boîte de nettoyage industriel. Bien sûr, ouais. Qui est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est des centaines de personnes qui font tourner le quotidien de milliers de mètres carrés de bureau. Différent. Ouais. Voilà.